Bonjour docteur. Quels sont, en tant que mémoire de Carpet, quel est ce qu'on peut retenir comme approche ayant permis de mettre en œuvre ce projet en Afrique, ça? Bon, je peux dire que le Carpet est un des programmes, c'est le programme le plus grand pour l'environnement en Afrique centrale. Bon, c'est le plus grand programme pour l'environnement en Afrique de l'USAID. Et le Carpet a été établi en 1995. Au début, on avait travaillé sur plusieurs pays, mais au début, c'était plutôt la recherche, c'était essayer d'établir des inventaires forestiers, des inventaires des endroits protégés. Et c'était une mixte entre, disons, la conservation et la protection de l'environnement. Nous sommes rendus en 2002 et beaucoup de phases du Carpet ont été mises en place au niveau de l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cet accompagnement pour les institutions au niveau de l'Afrique centrale? Bon, je pense que sur ces 25 ans, on a eu beaucoup de résultats. On a travaillé sur des atlas forestiers, nous avons travaillé avec les communautés, nous avons vu l'adoption de beaucoup de nouvelles technologies, surtout en utilisant l'Internet. On peut maintenant suivre les perturbations dans des forêts presque en temps réel. On a des outils comme celle qui s'appelle SMART, qui nous aide à savoir où sont les problèmes dans des endroits protégés. Et en même temps, on a essayé de vraiment comprendre ce que les communautés voulaient avoir avec leurs forêts. Et quels sont les axes prioritaires sur lesquels Carpet s'appuie en matière de politique? Bon, c'est-à-dire qu'en matière politique, on veut voir que tous ces pays, les politiciens ainsi que les communautés eux-mêmes et tout le monde entre les deux, évidemment, qu'ils apprécient que l'environnement, les forêts du bassin du Congo sont c'est un atout pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une signification globale pour la protection de ces forêts. Parce que sans ces forêts, nous allons voir que le changement de climat va accélérer énormément. Mais pour protéger l'environnement, il faut que quelqu'un bénéficie de cela. Et c'est ça qu'on aime voir dans l'avenir. Justement, nous entrons dans la 4e phase de ce programme en Afrique centrale. Quels sont les grands axes que vous avez identifiés pour la mise en œuvre? Bon, une des choses qu'on veut voir, c'est on veut un bassin de Congo avec des écosystèmes sains et avec un leadership local dynamique qui stimule la stabilité et la prospérité des communautés. Ça, c'est très important. En même temps, nous voulons continuer à avoir des nouvelles technologies, nous voulons protéger la biodiversité, nous voulons aussi continuer à encourager les citoyens d'avoir la priorité sur la protection de ces forêts. Docteur, au-delà du Carpet, vous êtes en charge également de l'USAID au niveau Afrique. Quelles sont également de façon globale dans cette politique américaine d'accompagnement en termes de développement au travers de cette agence? Bon, on a beaucoup de priorités actuellement. Une de ces priorités, c'est le changement climatique. On a aussi une très grande priorité contre la corruption,
parce qu'on sait que c'est la corruption qui enfaiblisse la prospérité de ce continent. On travaille beaucoup sur la démocratie, droits de l'homme et la gouvernance, ainsi que la gouvernance est essentielle aussi pour augmenter la qualité de vie de tout le monde. Il y a une nouvelle emphase sur le genre, les peuples autochtones, l'inclusion, l'équité pour tous nos efforts. Et on pense toujours à les programmes traditionnels sur la santé, l'éducation, mais actuellement, on s'occupe énormément des problèmes de l'insécurité alimentaire. Parce que nous avons vu avec le changement climatique, maintenant, nous avons une crise dans le nord, dans la Corne de l'Afrique, ainsi que dans le Sahel. Il y a beaucoup de gens qui manquent la nourriture. Et en même temps, ça a été augmenté par la guerre et l'invasion par la Russie en Ukraine. Et maintenant, vraiment, c'est une de nos très grandes préoccupations. Justement, en rapport avec le changement climatique et les mesures d'accompagnement pour l'adaptation, comme vous l'avez souligné, docteur, dans les pays africains, l'un des problèmes cruciaux, c'est un peu l'accompagnement, les financements et autres. Comment est-ce que l'USAID elle joue son rôle en termes d'accompagnement? Bon, disons que dans tous les pays, surtout aux États-Unis, nous avons un système où nous utilisons nos impôts pour les programmes du gouvernement. Et nous pouvons avoir, le gouvernement américain, disons le côté exécutif, a ses propres programmes, mais le financement est donné par notre Parlement, ce qu'on appelle our Congress. Et heureusement, nous avons beaucoup de support du côté du Parlement pour augmenter et de continuer les différents programmes et priorités de cette administration. Et actuellement, nous avons eu de l'argent supplémentaire contre cette terrible pandémie de COVID-19. On a eu une très grande augmentation de fonds, surtout envoyés en Afrique, pour les vaccins ainsi que pour les vaccinations et pour tout le système de santé. Et on a eu aussi une augmentation de l'aide alimentaire et humanitaire à cause des crises, disons, économiques qui commencent mondialement. Premièrement à cause du Covid et deuxièmement à cause de cette guerre causée par Russie. Oh, je reviens un peu sur le Carper parce que dans sa phase 2, et avec les appuis à la société civile, avec les small grants, qui ont disparu et dont la société civile au niveau des pays qui avaient cet accès, ces mesures d'accompagnement direct pour implémenter certaines politiques avec la possibilité de mettre en œuvre leur programme et leurs projets. Qu'en est-il de la nouvelle approche? Est-ce qu'elle prend en compte encore un accompagnement direct auprès des acteurs de la société civile qui sont beaucoup plus près des communautés que les grandes agences ou bien les institutions étatiques? Oui, non, on continue de travailler très étroitement avec la société civile et surtout au niveau des communautés eux-mêmes qui vivent dans les forêts. Fréquemment, c'est à travers des plus grands ONG dans les pays ou par des ONG internationales, ça dépend des pays, ça dépend des capacités, mais l'inclusion est très importante pour notre administration et on essaie, ça a commencé depuis des années, mais on essaie toujours d'augmenter la capacité locale pour finalement, on a une situation de développement durable dans tous ces pays où nous travaillons. Si vous permettez, au-delà du Carper, dans le portefeuille de l'USAID, il y a également le programme US Forest,
qui est également l'initiative accompagnée par l'USAID. Comment est-ce que vous évaluez les actions de ce programme dans les pays du bassin du Congo, où elles sont beaucoup plus implantées? Oui, je veux dire que nous avons un partenariat avec US Forest Service. Ils ont certaines capacités, spécialités techniques, surtout sur les forêts. C'est ce qu'ils font aux États-Unis et ils font cela partout dans le monde et nous sommes très contents de travailler étroitement avec eux pour augmenter notre propre capacité. Docteur, avant de chuter, je voudrais également revenir sur les peuples autochtones qui font partie de vos axes de priorité, tels que je vous l'aurais entendu dans votre propos. Quelles sont les politiques et justement les accompagnements dont vos programmes engagent envers ces derniers? Bon, on essaie surtout de les inclure dans nos activités, de surveiller qu'il n'y a pas de problèmes de droits de l'homme contre ces gens. Souvent, on sait qu'on essaie de les chasser des forêts ou des endroits protégés. Et si on voit qu'il y a eu quelque chose comme ça, on essaie de le résoudre. Aussi d'expliquer au gouvernement que ces gens ont les mêmes droits que tout le monde. Aussi, lorsque j'étais en RDC, on a eu quelques projets à l'est du pays où on leur donnait des nouvelles capacités d'augmenter leurs revenus et c'est un peu comme ça. Docteur, de par justement votre expérience en Afrique, quelle expérience vous êtes fait en termes d'évolution sur des questions, que ce soit de conservation, de politique et de gouvernance en matière environnementale? Bon, je suis deuxième génération, disons, on appelle ça en anglais third culture kid. C'est-à-dire, je suis venue en Afrique, à l'époque c'était Upper Volta, Haute Volta, maintenant c'est le Burkina Faso. Alors, je suis arrivée à Ouagadougou en 1965. Mon père travaillait sur l'élevage de bétail et l'agriculture. Et j'ai certaines observations où je vois énormément de progrès en Afrique et d'autres où je pense on doit tous continuer à pousser les gouvernements, la politique, vraiment à augmenter les ressources. Par exemple, dans le domaine de la santé, je peux dire qu'il y a eu énormément de progrès. Les chutes dans les chiffres pour la mortalité infantile, enfant, maternelle, ça reste plus élevé que ailleurs dans le monde, mais quand même ça a beaucoup chuté. L'éducation de base, disons, lorsque je suis venue ici, c'était toujours les bouquins coloniaux qui étaient utilisés dans les écoles et c'était les petits garçons qui allaient à l'école, pas les filles. Maintenant, nous avons à peu près 50% filles-garçons à l'école de base. Ça diminue à les niveaux plus élevés, mais quand même, on a eu une très grande augmentation pour l'éducation. Et ce qui est nouveau aussi, ce qui est très, très important, c'est le genre de partenariat public-privé. Et nous voyons cela dans le domaine de l'agriculture, par exemple. On voit cela dans le domaine de la conservation, dans l'écotourisme, dans ces domaines. Mais ça peut être augmenté même à un niveau plus élevé encore. Quelque chose qui, je pense, n'est pas encore un acquis en Afrique, c'est l'appréciation de la part de l'homme, de la femme, de la communauté, de l'importance de ce continent et l'importance qu'ils apprécient eux-mêmes leurs droits comme citoyens.
Et c'est ça qu'on doit travailler, que c'est les citoyens eux-mêmes qui disent qu'ils sont contre la corruption. C'est les citoyens qui doivent pousser les politiciens d'investir dans le propre avenir de ces pays. Et on aimerait bien voir un peu plus de cela en Afrique. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on voit avec notre nouvelle administration qu'il y a vraiment une appréciation pour un partenariat avec les pays africains, avec les leaders africains. Parce que nous comprenons que l'Afrique est vraiment, disons, le continent de l'avenir. Et avec ses ressources, avec les populations et les êtres humains ici qui peuvent tellement contribuer, parce que, disons, la jeunesse en Afrique, c'est tout, c'est 60% des populations. Alors, à cause de cela, je pense que le gouvernement américain veut vraiment renouveler un partenariat avec le continent. Parlant de partenariat, le gouvernement américain, à travers son ancien secrétaire général, je pense décédé, Colin Powell, avait participé au lancement du partenariat pour les forêts du bassin du Congo en 2002. Nous sommes aujourd'hui en 2022, 20 ans après. Alors, vous également, vous avez suivi ce partenariat. Quelle appréciation faites-vous de l'évolution? Est-ce que ça contribue à quelque chose ou vous pensez que l'initiative en elle-même devrait être revue ou il y a des choses à revoir dedans? Non, on pourrait dire qu'on a eu, disons, énormément de succès. Bon, parce que, par exemple, ce que j'ai mentionné dans mon discours, là, que pendant un moment, lorsque j'étais en RDC comme directrice de mission de l'USAID, à cette époque, on perdait quelque chose comme 100 ou plus d'éléphants dans la parc de Garamba en RDC. Et maintenant, avec un partenariat entre le gouvernement congolais et African Park Service, nous avons maintenant presque plus de pertes d'animaux dans le parc. Et tout autour, il y a une zone qui est très saine où les populations aident les éco-gardes, les éco-forestiers pour contribuer à la protection et la conservation. Nous voyons dans beaucoup de parcs que nous avons le tourisme, l'écotourisme qui a commencé, qui augmente les revenus des gens. Nous voyons des petits projets pour l'agriculture, l'élevage, tout cela. Et nous voyons que il y a 20 ans, je pense que beaucoup des politiciens n'appréciaient pas ce qu'ils avaient avec leur forêt, ce qu'ils avaient avec le bassin du Congo. Mais maintenant, nous sachions que c'est une ressource à une valeur mondiale. Et beaucoup de cela vient de nos anciens de Carpe. Et beaucoup de ces anciens de Carpe, bon, il y a certaines qui sont des étrangers, mais il y en a énormément de personnes qui ont travaillé sur Carpe pendant 20-25 ans, qui sont des Africains. Et ils sont toujours avec nous. Et c'est eux qui sont montés dans les organisations et dans les gouvernements qui ont fait ce progrès pour le continent. Et pour sortir, comment est-ce qu'aujourd'hui vous appréciez également le niveau de gouvernance en matière de conservation des forêts par des institutions? Bon, ça va mieux, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous sachions que dans beaucoup de pays, il y a, même si on attrape les braconneurs, on ne les met pas en prison parce que les systèmes de justice ne sont pas assez forts. Et ça, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On voit que maintenant, disons, cette chaîne de valeur, disons, c'est pas une chaîne de valeur, mais c'est un système de trouver les trafiquants, de trouver les braconneurs, de trouver ces gens, ces criminels, mais et aussi d'assurer qu'il y a tout un système judiciaire qui peuvent leur mettre en prison
ou leur envoyer dans leur pays, parce qu'on voit de temps en temps, c'est des étrangers aussi qui font partie de toutes, disons, ces bêtises qui se passent toujours dans nos forêts. Merci, docteur Dina Poudman, pour cet échange. Je rappelle que vous êtes l'une des mémoires vivantes du programme CAP en Afrique centrale. Et actuellement, vous êtes adjointe au programme l'USAID pour l'Afrique. Merci pour l'opportunité de discuter avec vous ce soir.